voulais vous donner un petit panorama. C'est un sujet très très vaste et passionnant. Il a fallu que je choisisse un peu de quoi j'allais vous parler. Donc, bon, ça a été introduit en partie. Je vais revenir sur certaines des notions et puis je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce processus qui est d'inactivation du chromosome X. Donc ça, ce karyotype, vous l'avez vu dans la présentation précédente. En fait, vous avez ici un karyotype d'un individu femelle, un karyotype d'un individu mâle. On sait tous qu'il n'y a aucune différence au niveau des autosomes, mais la seule différence d'un point de vue génétique se situe au niveau des chromosomes sexuels. Les individus femelles étant porteurs de 2 chromosomes X et les individus mâles d'un chromosome X et d'un chromosome Y. Donc, je pense que vous pouvez immédiatement apprécier la différence entre ce chromosome X et ce chromosome Y. Le chromosome X est relativement grand, hein, vous voyez, il doit être en taille à peu près équivalent au chromosome 7. Hein, sur un karyotype, les chromosomes sont organisés par ordre, donc le chromosome 1 c'est le plus grand et le 22 c'est le plus petit. Et puis vous voyez que le chromosome Y, eh ben, il est assez différent, il est beaucoup plus petit, et donc potentiellement il ne porte pas exactement la même information génétique. Pourtant, ces chromosomes, c'est intéressant de voir quelle est leur histoire évolutive. Donc, ces chromosomes, en fait, ils dérivent d'une paire d'autosomes dans un ancêtre commun. Et sur un schéma extrêmement simplifié, l'idée, c'est qu'il y a environ 300 millions d'années, un des 2 chromosomes a subi une mutation au niveau d'un facteur de transcription qui lui a conféré des propriétés particulières, en particulier des propriétés de détermination du sexe. Donc une fois que cette mutation qui a donné naissance au gène SRY, qui est responsable de la détermination du sexe chez les mammifères, une fois que cette mutation est apparue, des mécanismes ont évolué pour empêcher finalement qu'il y ait des recombinaisons et des échanges entre ces 2 chromosomes, parce que c'était important effectivement de pouvoir garder à la fois des individus avec un chromosome qui portait ce gène SRY et puis des individus sans pour avoir des mâles et des femelles. Donc l'absence d'échange entre ces 2 chromosomes pendant ces millions d'années ont conduit finalement à la perte d'informations au niveau du chromosome Y qui ne pouvait jamais être réparé finalement des mutations qu'il a accumulées, alors que le X pouvait toujours être réparé avec le X homologue chez les femelles. Donc ça a conduit à 2 chromosomes sexuels qui sont, on dit, hétéromorphes, parce qu'ils sont très différents à la fois en forme et également en contenu génétique. Donc le chromosome X, il est finalement pas différent d'un autosome, hein, il porte aucune fonction liée à la détermination du sexe, et on estime qu'il comporte environ moins de 1000 gènes codants, donc 1000 gènes qui vont donner naissance à des protéines, alors que le chromosome Y, il est beaucoup plus petit, et il est essentiellement constitué de séquences dites répétées. Une grande partie du génome est constituée de ces séquences répétées, mais c'est particulièrement enrichi sur le chromosome Y. Et il y a environ 70 gènes qui sont, pour la plupart, impliqués vraiment dans des fonctions de détermination du sexe, enfin, des déterminations et des caractères sexuels secondaires. Donc vous voyez une importante différence dans l'information génétique qui est portée par le chromosome X et le chromosome Y. Donc le chromosome X, de par sa richesse en gènes, il est également associé à de nombreuses pathologies parce que des mutations sur certains de ces gènes peuvent causer un certain nombre de maladies qui sont listées ici. Évidemment, l'idée n'est pas que vous puissiez lire ces maladies, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de maladies associées au chromosome X. Donc la différence en contenu génétique entre chromosome X et chromosome Y génère de facto un déséquilibre de dosage pour toute l'information qui est portée par le chromosome X, qui est présent en 2 copies chez les femelles et en une seule copie chez les mâles. Donc les déséquilibres de dose, c'est des choses qui sont évidemment extrêmement contrôlées, pas très bien supportées. On connaît les conséquences des trisomies, de la trisomie 21 en particulier. La plupart des autres trisomies sont pas compatibles avec la vie, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas ça. Et donc, au fur et à mesure que les chromosomes sexuels ont évolué et ont acquis des caractéristiques différentes, il y a des processus qui ont aussi évolué et qui ont permis de rétablir finalement, en quelque sorte, l'équilibre pour toute l'information génétique portée par ce chromosome X entre les mâles et les femelles. Et donc il y a différents processus qui ont évolué selon les espèces, mais chez les mammifères, donc ce processus, c'est l'inactivation du chromosome X,
avec un des deux chromosomes X chez les femelles qui est inactif. Donc je reviendrai, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une hypothèse qui avait été proposée par une généticienne britannique, Mary Lyon, en 1961. Donc ça c'est un article vraiment pionnier dans le domaine, parce que c'est uniquement basé sur des observations de couleur, de pelage, de choses comme ça. Il n'y avait absolument rien d'expérimental, et pourtant elle a posé toutes les bases de l'inactivation, et la plupart de ces hypothèses ont été depuis démontrées, et les mécanismes moléculaires découverts au moins en partie. Donc comme vous avez vu, j'ai mis un des deux chromosomes X est majoritairement inactif. En fait, le chromosome X qui a été inactivé, il n'est pas complètement silencieux. Il y a une fraction des gènes qui, on dit ça, qui échappe à l'inactivation, c'est-à-dire qui résiste finalement à cet environnement répressif. Chez l'humain, cette fraction de gènes, elle n'est pas négligeable en fait, parce qu'elle constitue jusqu'à 25% des gènes du chromosome X qui résistent à cette inactivation, au moins partiellement. Ils sont en général un peu moins exprimés à partir du chromosome X inactif, mais néanmoins ils résistent à cette inactivation. Une fraction le fait de manière constitutive, ça veut dire dans toutes les cellules de l'individu, à tous les stades auxquels on regarde, et puis une fraction est plus variable, en tout cas il y a des choses nouvelles qui suggèrent que ça pourrait pas être le cas, mais disons qu'on va rester sur ce schéma. Et donc avec des gènes qui résistent à l'inactivation, mais peut-être à un moment précis du développement, ou peut-être dans un type cellulaire particulier. Donc le fait que ces gènes résistent à l'inactivation, ça veut dire qu'ils sont exprimés, pour certains d'entre eux, en tout cas en deux copies, en deux doses, si je puis dire, chez les femelles et une dose chez les mâles. Donc ce qui continue, qui pourrait contribuer à garder une sorte de déséquilibre. Alors est-ce que c'est vrai pratiquement? Oui, c'est le cas. Donc je ne vais pas aller trop dans le moléculaire, mais je voulais montrer cet exemple-là. Donc maintenant, avec l'avancée des techniques de séquençage à haut débit, il y a des monceaux de données qui sont générées et qui sont rendues accessibles à la communauté, et donc grâce à laquelle on peut avoir des informations sans avoir à faire nous-mêmes les expériences. Donc ça, c'est un consortium qui a regardé l'expression du génome humain dans différents tissus et chez des individus de sexes différents. Et donc là, ce que vous voyez, c'est un ensemble de tissus. Là, j'ai demandé l'expression d'un gène du chromosome X qui échappe à l'inactivation. Et puis, c'est organisé en fonction du sexe, avec les femelles en rose et les mâles en bleu. Ça va être bien le jour où on va un peu changer ces codes couleurs que je trouve un petit peu pénible. Mais bon, voilà, c'est des petites parenthèses. Et donc, ce que vous voyez, c'est que pour ce gène en particulier, dans chaque tissu, et là, vous avez le niveau de l'expression. Dans chaque tissu, c'est un tout petit peu plus exprimé chez les femelles que chez les mâles. Et donc ça, c'est associé au fait que ce gène, il échappe à l'inactivation, donc il est exprimé à partir du chromosome X du mâle et à partir des deux chromosomes X de la femelle. Et vous voyez que ce n'est pas un facteur 2 entre les deux. Donc ça vous dit aussi que l'expression à partir du X inactif, elle est un peu moindre, parce que quand même l'environnement, il est répressif. Donc ça, c'est pour un gène. Maintenant, ce que montre ce tableau, un peu barbare, c'est les différences d'expression entre mâles et femelles pour tous les gènes qui échappent à l'inactivation. Et donc, plus ça tend vers le rouge, plus l'expression est importante chez les femelles par rapport aux mâles. Si c'est gris, c'est que c'est équivalent chez les mâles et les femelles, et si c'est bleu, c'est que c'est plus important chez les mâles. Et donc, ce que vous voyez, c'est que pour l'ensemble des gènes qui échappent à l'inactivation, il y en a une majorité qui est quand même plus exprimée chez les femelles, donc il y a un vrai effet dose, en tout cas au niveau ARN, ça n'a pas été forcément vérifié au niveau de protéines. Pour certains d'entre eux, il n'y a pas d'effet dose, et puis pour d'autres, en fait, il y a, de manière peut-être contre-intuitive, finalement une expression qui est plus forte chez les mâles. Et ça s'explique par le fait que ces gènes-là sont localisés dans la région qu'on dit pseudo-autosomale, ou pseudo-autosomique, qui est la seule région qui a gardé une identité entre le chromosome X et le chromosome Y. Et donc, ils sont exprimés chez les mâles à partir du X et du Y, chez les femelles à partir des deux X, mais je vous ai dit que l'un d'entre eux étant inactivé, l'environnement est un peu moins propice, et donc finalement, ils se retrouvent plus exprimés chez les mâles. Donc, tout ça indique que, malgré l'inactivation d'un des deux chromosomes chez les femelles, il reste un dimorphisme sexuel, des différences entre les sexes pour l'expression de certains gènes. Et ça, c'est des choses qui sont actuellement de plus en plus considérées, et je reviendrai là-dessus un peu à la fin de la présentation. Et donc ces dimorphismes dans l'expression des gènes, évidemment, une des grandes questions qui
se pose maintenant, c'est de savoir est-ce que ça peut être lié à des dimorphismes en termes de propriété, de phénotype et aussi de susceptibilité à des pathologies. Et donc, je vais juste vous donner un exemple qui est la réponse immunitaire. Et on sait que les individus femelles ont une réponse immunitaire qui est accrue par rapport aux individus mâles, à la fois dans la réponse face à des agents infectieux de type bactérien, viraux, etc. Donc quand il y a une différence entre les sexes dans des caractéristiques, c'est pas forcément lié au chromosome sexuel, hein. Il y a évidemment les hormones qui jouent des rôles importants, il y a l'environnement, etc. Mais dans le cas de la réponse immunitaire, on sait qu'une des composantes, c'est vraiment la présence de 2 chromosomes X et pas le sexe. Et donc une réponse immunitaire accrue chez les femelles, qui, ça c'est le revers de la médaille, donne aussi lieu à une plus forte susceptibilité aux maladies auto-immunes. Donc ici sont listées un certain nombre de maladies auto-immunes, et vous avez la prévalence en fonction du sexe. Et ce que vous voyez, c'est que pour toutes celles qui sont listées ici, la prévalence est bien plus importante chez les femelles que chez les mâles. Et ce qu'on pense, et ce qui commence à être démontré, c'est que vous avez ici, donc, le chromosome X comporte beaucoup de gènes qui sont impliqués dans différentes fonctions. Il y a beaucoup de gènes impliqués dans des fonctions immunes sur le chromosome X. Et en fait, l'hypothèse qui est maintenant proposée, c'est que finalement, un certain nombre de ces gènes qui interviennent dans la réponse immunitaire, qui sont listés ici, pourraient être plus exprimés chez les femelles que chez les mâles, leur conférant une réponse immunitaire accrue, mais aussi une plus grande susceptibilité aux maladies auto-immunes. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer finalement les retombées, je dirais, phénotypiques des différences au niveau des chromosomes sexuels. Donc c'est ce qui est résumé ici. Malgré l'inactivation d'un des 2 chromosomes X chez les femelles, des différences persistent dans les niveaux d'expression des gènes entre mâles et femelles, en fonction du type de cellule, du stade de développement, et ces différences peuvent être à l'origine de dimorphismes sexuels. Et donc, comme je vous disais, c'est un champ de recherche qui est extrêmement développé en ce moment. Alors, je voudrais maintenant vous donner un peu quelques principes généraux de l'inactivation. Donc, c'est des principes généraux, puis en fait, sur chacun de ces principes généraux, il y a toujours des exceptions. Donc, ils ne sont pas si généraux que ça, mais c'est ça qui rend le processus extrêmement intéressant. Donc, c'est un mécanisme de compensation dose qui survient chez tous les mammifères. Donc déjà, c'est pas tout à fait vrai. Ça ne survient pas chez ces mammifères un peu particuliers que sont les monotrèmes, qui ont une organisation en chromosomes sexuels particulière. Donc eux, ils ont 5 chromosomes X, 5 chromosomes Y qui sont organisés en branches. C'est pas encore, en tout cas, il n'y a pas d'inactivation. C'est pas encore tout à fait compris ce qui se passe en termes de compensation de dose chez ces espèces. Mais en tout cas, l'inactivation se produit chez toute la branche des mammifères terriens, c'est-à-dire à la fois les mammifères placentaires et les marsupiaux. Le deuxième principe, qui était ce qui avait été proposé par Mary Lyon, c'est l'idée que l'inactivation se fait de manière aléatoire. Et ce que ça veut dire, c'est que ça peut être donc soit le X paternel, soit le X maternel qui est inactivé. Donc là, je vous montrerai à la fin de la présentation que c'est pas le cas partout. Mais globalement, disons, chez tous les mammifères placentaires, c'est le cas. Donc vous avez, à un moment précis, un choix qui est fait et qui va conduire à l'inactivation de l'un ou l'autre des chromosomes X. Donc ça, c'est hyper important, c'est l'un ou l'autre, c'est jamais les deux, donc il y a vraiment des processus de régulation qui sont extrêmement importants. Il n'y en a toujours qu'un, et que chez les femelles, évidemment, parce qu'il ne s'agirait pas que le chromosome X du mâle soit inactivé. Et ensuite, cette information, une fois qu'elle a été décidée, elle est transmise au cours de la mitose. D'où, encore une fois, la notion d'épigénétique. Pour moi, un des points fondamentaux de l'épigénétique, c'est l'idée d'une mémoire. Donc il y a une décision qui est faite à un moment, celle-ci elle n'est pas nécessairement épigénétique, mais derrière il y a une mémoire de cette décision qui fait que la cellule qui a inactivé le chromosome noir, je dirais, garder le chromosome orange actif, bien, toutes les descendantes de ces cellules auront le même chromosome X inactif et vice-versa. Donc vous voyez que ça va donner finalement des patchs de cellules avec des différences
en termes de quel chromosome X est inactivé. C'est pas forcément, alors, donc il n'y a pas forcément beaucoup de conséquences si on s'intéresse à des souris de laboratoire qui sont consanguines depuis tellement de générations que le X du père et le X de la mère sont tout à fait identiques, donc que ce soit l'un ou l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour des êtres humains, forcément, nos chromosomes X portent des informations, enfin, il y a des variants en fonction de l'origine, et donc ça peut avoir des conséquences. Donc ce mosaïcisme, il est un des exemples qu'on utilise souvent, c'est le chat dit calico ou écaille de tortue. Et donc ça, c'est vraiment la résultante de ce processus d'inactivation avec ce gène qui contrôle le pelage, un des gènes qui contrôle le pelage qui est sur le chromosome X, et ça donne cette notion, ce profil en patch avec des cellules, des patchs de poils orange et des patchs de poils noirs. C'est pour ça que ces chats-là ne sont que femelles. Donc ça, c'est une autre représentation du même processus. Je voulais vous montrer parce que je trouve ça très très beau. On fait un peu d'art en biologie, ça c'est pas nous, hein, c'est une étude qui a été publiée, d'ailleurs j'aurais dû mettre la référence. C'était juste pour vous dire que ce qu'on voit avec le chat, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui est accessible à la couleur du poil. Ça, c'est une étude qui a permis de regarder à l'échelle cellulaire ce qui se passe. Donc ça, c'est dans des souris. Et ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des outils moléculaires qu'on a pour finalement, en quelque sorte, colorer les chromosomes. Donc mettre un gène qui donne soit du vert, soit du rouge. Donc du vert sur un des deux X, du rouge sur l'autre des deux X. Et puis, si les deux chromosomes X étaient actifs, ben, ça ferait un signal jaune. Et puis, s'il n'y en a qu'un des deux, ben, ça fait une couleur, donc selon le chromosome qui est actif. Vous voyez du rouge et du vert. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de doute, hein, il n'y en a qu'un qui est actif. Et on voit qu'on a des patchs différents. Donc là, je ne sais plus, il y a de la peau, de la cornée, il y a différents types de tissus. Finalement, quelquefois, on n'a pas tellement des patchs aussi larges qu'on voyait chez le chat, ce qui est étonnant si on pense que c'est hérité de manière clonale, mais il faut penser qu'il y a aussi des migrations cellulaires qui vont contribuer à mélanger un petit peu toutes ces cellules. Voilà. Donc, le fait que les femelles sont des individus mosaïques, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce que ça contribue à garder une différence entre mâles et femelles malgré l'inactivation d'un des deux chromosomes X. Donc ensuite, c'est un processus, comme ça vous l'a été précisé précédemment, qui se décide assez tôt dans le développement. Alors, assez tôt, ça veut pas dire grand-chose. Donc je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup des connaissances qu'on a sur ce processus d'inactivation viennent de l'étude d'organismes modèles. Dans ce cas-là, il fallait un mammifère, et quel est le mammifère qu'on étudie plus facilement au laboratoire? Ben, c'est la souris. Donc, la grande majorité des connaissances qu'on a sur le processus d'inactivation viennent de la souris, et on s'aperçoit finalement maintenant que probablement les rongeurs sont une espèce un peu à part en termes de processus. Il y a forcément des choses qui sont conservées, mais il y a aussi des différences. Et on se rend compte maintenant que ce qui se passe chez les primates, c'est quand même relativement différent. Donc chez la souris, donc là ce qu'on voit ici, c'est le développement pré-implantatoire, hein, après la fécondation. Donc chez la souris, l'inactivation du chromosome X, qui est représentée par cette barre de couleur, ben, elle arrive tout de suite après l'activation du génome du zygote. Donc c'est vraiment extrêmement précoce. Il y a des petites variations, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis en fait elle est maintenue, hein, c'est un processus épigénétique, une fois que c'est mis en place, c'est hérité de manière stable au niveau des divisions cellulaires. Donc je fais une petite parenthèse, mais c'est typiquement un processus épigénétique qui n'est pas maintenu au cours de la méiose, donc il y a une réversion, comme ça vous a été expliqué, et un X inactif est hérité actif à la génération suivante. Donc c'est pas transmis au cours des divisions méiotiques, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des modifications épigénétiques chez les mammifères. Donc ce qu'on sait maintenant, c'est que chez les primates, donc ça a été étudié chez l'humain, et puis chez le singe, le macaque, Cynomolgus, en fait l'inactivation du chromosome X, ça se met en place beaucoup plus tard. Alors beaucoup plus tard, évidemment, tout est relatif, mais globalement, probablement au moment de l'implantation ou un peu après. Et vous comprendrez aisément que ce flou artistique, bah, il est lié au fait que c'est quand même assez compliqué d'aller étudier ça chez les primates. Hein. Donc on a encore une connaissance parcellaire, mais ça fait partie des questions qu'on se pose moi, dans mon équipe.
Et donc ça soulève un certain nombre de questions, mais en particulier, qu'est-ce qui se passe dans ces étapes précoces? Parce que là, on peut imaginer qu'il n'y a pas de compensation entre les mâles et les femelles. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça a un impact? Ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes de compensation qui sont opérationnels à ce stade-là? Alors, pour poser ces questions, parce que vous voyez que tout ça se passe à des étapes du développement qui sont quand même difficilement accessibles, de manière évidente chez les primates, mais même chez la souris, c'est pas tout à fait facile. Et donc, on s'appuie sur des modèles cellulaires qui sont dérivés de cet embryon, de ce qu'on appelle un blastocyste. Donc, on dérive des cellules qu'on peut mettre en culture, ça donne des cellules souches embryonnaires. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ces cellules-là. Donc, c'est extrêmement intéressant, hein, ça a été énormément utilisé en recherche. Ce qui est tout à fait particulier quand on réfléchit, c'est que c'est des cellules qui ont donc pour vocation de rester quelques jours dans l'embryon, et finalement on peut les avoir en culture pendant des années et des années. Les premières cellules souches embryonnaires de souris, elles ont été dérivées en 1985 et on les a toujours dans le laboratoire. Vous pouvez imaginer qu'elles peuvent aussi diverger un tout petit peu parce qu'elles n'étaient pas tout à fait faites pour ça. Donc c'est quoi la propriété, enfin quelles sont les propriétés intéressantes de ces cellules, en tout cas pour ce qui nous concerne et pas que? D'abord, donc elles peuvent s'auto-renouveler, ça veut dire qu'elles peuvent se propager dans cet état-là, dans cette identité-là, de manière indéfinie, sans être cancéreuses, sans être transformées. Elles ont vraiment ces propriétés-là. Ensuite, elles sont, on dit, pluripotentes. Ça veut dire qu'en elles-mêmes, elles n'ont pas une identité très définie, mais elles ont la possibilité de donner naissance à tous les types cellulaires d'un individu. Donc vous pouvez prendre une cellule souche embryonnaire, la remettre dans un blastocyste et elle va contribuer à donner toutes les cellules de l'individu. Donc ça veut dire qu'on peut les différencier, hein, donc leur faire acquérir une nouvelle identité, et on peut faire ça in vitro. Maintenant on connaît tous les facteurs de croissance et qu'il faut mettre pour, à partir d'une cellule souche embryonnaire, donner des cellules diverses et variées qui sont représentées ici. Et puis, nous, pour ce qui nous intéresse, elles ont une propriété intéressante qui contredit un petit peu ce que j'ai dit, mais c'est parce que je ne suis pas rentrée dans les détails. En tout cas, chez la souris, enfin disons en général, elles ont 2 chromosomes X actifs et l'un des deux est inactivé aléatoirement quand on les différencie. Donc en fait, ça récapitule in vitro tout ce qui se passe in vivo et ça nous permet évidemment d'aller étudier le processus avec beaucoup plus de détails et d'aller poser des questions fonctionnelles. Et ça, on peut parce que ces cellules sont extrêmement propices pour tout ce qui est ingénierie des génomes. Donc on peut aller modifier à façon un gène d'intérêt, un facteur d'intérêt, et puis regarder les conséquences de cette modification, de cette mutation sur l'inactivation du chromosome X. Donc cette ingénierie des génomes, ça fait, évidemment, c'est des outils qu'on a depuis longtemps, mais je veux juste insister sur la révolution CRISPR. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui a changé la vie des chercheurs, parce que ce qu'on faisait avant en 3 ans, on peut le faire en 3 semaines. Quoi. Donc ça change la donne. Alors, maintenant, je voudrais rentrer un tout petit peu plus dans les aspects peut-être moléculaires de l'inactivation du chromosome X, parce que la question c'est comment ça se passe finalement. Qu'est-ce qui va permettre de différencier 2 chromosomes X qui peuvent être génétiquement identiques dans le cas des souris inbred, et puis qui va en inactiver un et qui va laisser l'autre actif. Donc depuis les années 80, on sait que c'est une région unique du chromosome X qui contrôle ce processus qu'on appelle le centre d'inactivation du chromosome X. Donc il faut qu'il y ait ce centre d'inactivation, il faut qu'il soit présent en 2 copies dans une cellule pour que l'inactivation se déclenche. S'il est en une seule copie, comme c'est le cas chez le mâle, l'inactivation ne se déclenche pas. Donc ça c'est une représentation schématique, un zoom de cette région, et puis ce que vous voyez avec des flèches, ce sont les gènes qui sont dans cette région. Et puis vous voyez qu'ils sont organisés sous forme de 2 couleurs. Donc les noirs, c'est les gènes qui codent pour des protéines. Donc ça c'est le dogme de base de la biologie moléculaire, c'est-à-dire un gène, une portion d'ADN qui va être recopiée sous forme d'ARN. Et cet ARN porte une information qui peut être décodée en protéines, donc dans le cytoplasme. Maintenant, donc en fait, mon topo finalement il aurait presque pu être aussi demain, parce que j'ai vu que demain il allait être question d'ARN et je vais pas mal parler d'ARN. Ce qui a été
ce que les approches de séquençage à haut débit ont permis de réaliser, c'est qu'en fait, tous les gènes ne codent pas pour des protéines. Il y a beaucoup de gènes qu'on dit non codants, c'est-à-dire des gènes qui ont la capacité d'être transcrits en ARN, et puis ça s'arrête là. L'ARN, pour différentes raisons, n'est jamais traduit et il porte en lui-même une information. Ou pas d'ailleurs, c'est ce qui reste à démontrer pour beaucoup d'entre eux. Donc ces ARN non codants, ces gènes qui donnent des ARN non codants, vous voyez qu'il y en a beaucoup en fait dans cette région qui contrôle l'inactivation. L'un de ces gènes en particulier, c'est le gène clé du processus qu'on appelle XIST ou EXIST quand on parle en anglais. Donc, comme je vous l'ai dit, il est non codant. C'est un gène qui est exprimé uniquement à partir du chromosome X inactif. Donc c'est pas comme les gènes qui échappent à l'inactivation, qui sont exprimés à partir des deux. Celui-là, il est exprimé uniquement à partir du chromosome X inactif. Il est conservé chez les mammifères placentaires. Donc ces gènes non codants, en général, ils évoluent assez rapidement parce qu'il n'y a pas de pression de sélection au niveau du code génétique. Donc il y a un turnover au niveau de la séquence qui est bien plus important. Donc ils évoluent plus rapidement, mais lui, il est conservé chez les mammifères placentaires. Et puis, ce que des approches d'ingénierie des génomes ont permis de montrer, c'est qu'il est absolument indispensable à l'inactivation du chromosome X. Et sa propriété la plus frappante, c'est que l'ARN, il n'est pas dans le cytoplasme, il n'est pas traduit, il reste dans le noyau, mais non seulement il reste dans le noyau, mais surtout il reste associé au chromosome à partir duquel il est exprimé. Donc vous voyez ici des expériences qu'on fait couramment au laboratoire, qu'on appelle du RNA FISH pour Fluorescence In Situ Hybridization. Et donc c'est une technique qui permet d'aller repérer des ARN grâce à une reconnaissance avec un facteur fluorescent. Et donc là, vous voyez, vous avez deux gènes du chromosome X, XIST, et puis un autre gène. Donc XIST, il est marqué en rouge, et l'autre gène en vert. Donc ils ne sont pas tout à fait à côté, parce que le chromosome X, il est grand, donc on ne les voit pas tout à fait à côté dans le noyau. Et ce que vous voyez, c'est qu'avant l'inactivation, les deux X sont actifs. On voit que chacun de ces gènes est exprimé à partir des deux chromosomes X. Et puis, quand l'inactivation se met en place, vous voyez maintenant que XIST, il commence à s'accumuler, donc il forme ce qu'on appelle un nuage. Et puis dans les étapes précoces, le gène reste encore actif. Ça c'est très transitoire. Et puis petit à petit, ce qui va se passer, c'est que ce nuage, il va permettre d'inactiver un des deux chromosomes X et vous arrivez à la situation finale avec un X actif et un X inactif qui est recouvert par cet ARN XIST. Donc XIST, il a été identifié en 1991 de manière d'ailleurs tout à fait fortuite. Et finalement, ça fait relativement peu de temps qu'on comprend les mécanismes moléculaires qui conduisent à passer à l'expression d'un ARN versus un chromosome qui est complètement inactivé. Donc, et encore, on n'a pas tout compris encore. Donc ça, c'est le gène XIST. C'est juste pour vous indiquer qu'il est relativement classique en structure, des exons, des introns. Et puis, il y a des petits blocs colorés qui sont des blocs qui sont en fait des séquences qui sont un peu répétées en tandem, qui sont assez conservées, plus que le reste du gène, et qui sont des éléments clés pour le recrutement de facteurs de protéines particuliers. Donc ces ARN non codants, ils agissent assez souvent sous forme de plateformes, en fait, qui vont permettre à différents facteurs de venir s'agréger, soit par des reconnaissances de séquences, soit par des reconnaissances de structures. Et donc, grâce à ces connaissances et à la capacité qu'on a maintenant d'aller identifier de manière systématique tous les facteurs qui vont reconnaître l'ARN XIST, on commence à comprendre comment l'inactivation se produit. Donc en fait, ce facteur XIST, il va être capable de recruter toute une série de facteurs, j'en ai indiqué que 2 ici, et ces interactions, elles ont lieu au niveau de ces différentes répétitions. Donc là, la répétition A, la répétition B, ça n'a pas d'importance en soi, mais c'est pour dire que c'est vraiment ciblé. Et donc là, vous avez des facteurs, celui-ci en particulier, qui est le facteur qui est absolument indispensable pour que le chromosome s'inactive. Et il va jouer directement sur la machinerie de transcription et aussi sur les modifications des histones. Donc il va évincer les marques dites activatrices. Et puis il y a d'autres facteurs qui, eux, vont déposer des marques répressives. Donc il faut comprendre qu'il y a 2 effets dans l'inactivation. Le premier, c'est d'éteindre le chromosome. Le deuxième, c'est de garder une mémoire. Donc la perte des marques activatrices, c'est ce qui va permettre d'éteindre le chromosome. Le dépôt des marques répressives, c'est potentiellement ce qui contribue à conférer la mémoire de cet état. Et donc finalement, ce que ça fait, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on passe d'un chromosome qui était
originellement actif, euchromatique, relativement décondensé, à finalement un chromosome X qui est inactif et condensé, et qu'on peut voir sous cette forme d'hétérochromatine qui a été décrite à la fin des années 40 par le professeur Barr, auquel on fait référence parfois sous le nom de corpuscule de Barr, et qui est fréquemment localisé à la périphérie du noyau, qui est un compartiment qui est enrichi dans toutes les séquences qui sont hétérochromatiques et qui sont donc réprimées. Alors cette propriété de XIST, elle est assez fascinante parce que XIST normalement est sur le chromosome X, donc il active le chromosome X, mais on peut artificiellement amener XIST sur un autre chromosome, et puis on peut forcer son expression parce qu'on a tous les outils pour faire ça. Et si XIST est sur un autre chromosome et qu'on force son expression, il va faire exactement la même chose. L'ARN va rester, il va se propager sur le chromosome, il va recruter tous les cofacteurs et il va l'inactiver. Et donc, cette propriété, elle a été utilisée pour une expérience pilote, en fait, dans des cas de trisomie 21. Donc le principe, ça a été de dériver des cellules d'un patient trisomique, de les ramener à un état embryonnaire qui est plus propice à la mise en place du processus, et puis d'insérer artificiellement ce gène XIST sur un des 3 chromosomes 21. Donc vous voyez, ici, vous avez les 3 chromosomes 21, donc ça c'est un gène du chromosome 21, il est exprimé en 3 copies, et puis là, c'est le gène XIST qui pour l'instant est en mode off. Et puis ensuite, quand on ajoute la drogue qui permet d'activer l'expression de ce gène de manière artificielle, on voit que XIST forme ce nuage qu'on a l'habitude de voir sur le chromosome X, et on voit que ce nuage, il est capable d'inactiver le chromosome 21 surnuméraire. Et donc évidemment, avec, en tout cas sur le papier, des perspectives thérapeutiques intéressantes, même si en pratique, il y a évidemment un certain nombre de questions qui se posent. Mais en tout cas, au-delà de l'aspect purement thérapeutique, c'est assez fascinant d'imaginer qu'en fait ce chromosome, il peut aller inactiver ce gène, pardon, XIST, n'importe lequel des chromosomes sur lequel il va être inséré. Donc ça, ce que ça dit, c'est que étant donné ces propriétés de XIST, il faut que son expression soit extrêmement contrôlée. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait un seul des 2 chromosomes X qui soit inactivé chez les femelles uniquement. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour comprendre comment on a cette régulation, pourquoi XIST est exprimé à partir d'un seul des 2 X, pourquoi à un stade précis du développement, pourquoi chez les femelles uniquement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai juste mis ce petit schéma hyper compliqué pour vous donner l'envie de ne pas rentrer dans les détails, justement. Donc, ça tombe bien, vous voyez que c'est complexe. Donc complexe, en général, ça veut dire qu'on ne comprend pas exactement tout ce qui se passe, même si on commence à comprendre des choses. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles mon équipe a travaillé. La seule chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'un certain nombre des facteurs qui contribuent à l'expression correcte de XIST sont ces gènes non codants qui sont localisés à proximité de XIST. Donc vraiment, ce centre d'inactivation, il y a XIST qui est le déclencheur du processus, mais il y a aussi beaucoup d'autres séquences qui contribuent à faire en sorte que XIST soit exprimé au bon moment chez les bonnes personnes. Donc ça, c'est des choses, on a appris tout ça chez la souris, et une des questions qui se posent maintenant, c'est à quel point tout ce qu'on a décortiqué chez la souris opère de la même manière dans différentes espèces. Et la question, elle est particulièrement pertinente parce qu'on sait maintenant qu'il y a vraiment des différences dans la manière dont l'inactivation se met en place, en tout cas dans les étapes précoces du développement. Et donc, je vous donne ici l'exemple de l'humain, mais on sait maintenant que c'est la même chose chez le macaque. Donc en fait, ce qui se passe chez l'humain, c'est que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, toute la période préimplantatoire se produit en absence d'inactivation du chromosome X, contrairement à la souris. Donc l'inactivation, elle se met en place quelque part par là, on ne sait pas encore exactement comment. Ce qui est particulièrement frappant, en tout cas pour nous, les chercheurs qui travaillent sur le sujet, c'est que pendant toute cette période, les chromosomes sont recouverts par l'ARN XIST. Alors que je viens de vous dire que cet ARN, ce qu'il fait quand il recouvre un chromosome, c'est qu'il l'inactive. Donc ça a été quelque chose qui nous a vraiment frappé, pour plusieurs raisons, mais aussi parce que finalement, c'est la réalisation
de la différence entre la robustesse et la plasticité. Donc l'inactivation du chromosome X, c'est un processus qui est fondamental. La vie n'est pas compatible si un des deux chromosomes X n'est pas inactivé chez les femelles. Et pourtant, la manière dont ça se fait, il y a du bricolage au cours de l'évolution et il y a des différences. Donc cette expression de Xist, elle démarre précocement, mais elle est de manière transitoire découplée de l'inactivation en elle-même. Donc ça, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup dans mon équipe. Donc je vais pas du tout rentrer dans les détails de ce qu'on fait, mais ce que je voulais juste faire, c'est un peu vous donner les grandes questions auxquelles on souhaiterait répondre. La première question, c'est finalement, quel rôle joue Xist à ce stade-là, et est-ce que seulement il joue un rôle? Donc ça, c'est des études qu'on est en train de mener. Nos résultats suggèrent que Xist, ce qu'il ferait à cette étape-là, c'est pas l'inactivation du chromosome, mais c'est qu'en fait, il atténuerait l'expression des deux chromosomes. Donc au lieu de les éteindre complètement, il les met en genre... il les ralentit l'expression pour que finalement, l'expression des deux chromosomes X ralentis soit l'équivalent de l'expression d'un chromosome X du mâle qui n'est pas ralenti. Donc c'est quand même beaucoup de boulot pour l'évolution d'aller penser à penser, parce qu'il n'y a aucune pensée, mais de mettre en place des processus aussi variés. Ensuite, une autre question qu'on se pose, qui peut peut-être vous paraître un peu plus anecdotique, mais nous qui nous intéresse, c'est finalement on voit que Xist n'est pas régulé de la même manière, et donc nous on aimerait bien savoir est-ce que les mécanismes qui ont été identifiés chez la souris sont les mêmes que ceux qui sont à l'œuvre chez l'humain. Et en particulier parce qu'il y a tous ces gènes non codants qui participent, et on sait que les gènes non codants, ils évoluent très très vite. Alors est-ce que leur fonction est conservée, est-ce que leurs mécanismes sont conservés, qu'est-ce que ça nous dit plus généralement sur les gènes non codants? Et donc ça, on a déjà obtenu des résultats qui suggèrent que non, ça fonctionne de manière très différente entre la souris et l'humain, donc ça c'est assez frappant. Et puis des données encore plus récentes qui nous indiquent dans la souris et l'humain, c'est 90 millions d'années d'évolution, donc finalement c'est peut-être pas si choquant que ça fonctionne différemment. Et ensuite on a comparé l'humain et le rhésus, et même là on voit des différences. Donc même 35 millions d'années, bon ça fait long quand même 35 millions d'années, mais il n'y a pas beaucoup de différences génétiques entre le rhésus et l'humain, et à ce niveau-là il y a beaucoup de différences sur la contribution de tous ces acteurs. Ensuite, évidemment, une des questions clés, c'est comment et quand l'inactivation est établie, finalement. Et comment on arrive à passer d'un cas où on a l'accumulation de Xist, mais pas d'inactivation, juste une atténuation, à un cas où maintenant on a du Xist plus que sur un seul des deux chromosomes X et qui est capable d'inactiver. Donc on a la même molécule, mais pas le même effet. Est-ce que c'est des effecteurs qui sont présents, pas présents, modifiés, pas modifiés? Ça, c'est vraiment des questions qui sont totalement d'actualité et que nous et beaucoup d'autres, car c'est un domaine très compétitif, sommes en train d'essayer d'adresser. Et puis, la question, évidemment, qui peut paraître être la plus intéressante, parce qu'elle a des retombées, même si nous, on aime la biologie fondamentale, donc on aime comprendre les mécanismes, c'est une fois que cette inactivation elle est mise en place, donc l'idée c'est qu'il y a une mémoire cellulaire, elle est stable. Maintenant, on sait qu'elle n'est pas si stable que ça, il y a des différences. Le lignage hématopoïétique, par exemple, que j'ai mentionné au début, on sait que l'inactivation n'est pas maintenue de manière aussi robuste dans le lignage hématopoïétique, et ce qui explique sans doute d'ailleurs cette susceptibilité aux maladies auto-immunes. Donc, voilà, quel est le rapport entre l'expression du chromosome X, l'identité de la cellule et ses propriétés? En gros, c'est les questions que plusieurs chercheurs, y compris nous, auxquelles on essaye de répondre. Je vais juste finir avec quelques diapositives sur une autre branche des mammifères. Donc là, je vous ai parlé des mammifères placentaires. Vous avez vu qu'au sein des mammifères placentaires, il y a déjà quand même des variations qui sont assez importantes, même si la finalité, elle est là, il y a un chromosome X inactif. Et c'est encore plus frappant chez les marsupiaux. Donc la première propriété qui est connue depuis assez longtemps, c'est que déjà chez les marsupiaux, l'inactivation n'est pas aléatoire. C'est toujours le chromosome X d'origine paternelle qui est inactivé dans les cellules des marsupiaux. Alors la question qu'on s'est posée très rapidement, c'était est-ce que
ce sont les mêmes acteurs qui sont responsables de l'inactivation du chromosome X des marsupiaux. Donc je vais vous montrer quelques résultats. L'idée derrière les résultats que j'ai choisi de vous montrer, bon d'abord, il n'y a pas beaucoup de résultats sur les marsupiaux, donc je n'avais pas non plus l'embarras du choix, mais c'est surtout, je voudrais insister sur le timeline, quoi, parce que ça vous dit que malgré les progrès qui sont faits, les choses prennent du temps. Donc la première question qu'on s'est posée, enfin, une des questions qu'on s'est posées, une fois que XIST a été découvert, c'était est-ce que XIST est aussi responsable de l'inactivation chez les marsupiaux? Donc XIST a été découvert en 91. Déjà, cette première réponse, on l'a eue en 2006. Et pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on ait accès aux séquences du centre d'inactivation chez les marsupiaux. Et donc, ce que ces analyses ont permis de montrer, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement d'équivalence dans cette région entre les mammifères placentaires et les marsupiaux. Donc tous les gènes qui codent pour des protéines sont conservés, parce que là il y a une forte pression de sélection. Donc tous ceux qui sont en noir sont conservés. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que tous ces gènes, ici en bleu, qui donnent naissance à des ARN non codants, chez les marsupiaux, c'est pas du tout ça, c'est des ancêtres, c'est leurs ancêtres en fait qui étaient des gènes codants. Donc ce que ça nous dit, c'est que tous les gènes qui contrôlent l'inactivation du chromosome X chez les mammifères placentaires, en fait, ils ont dérivé au cours de l'évolution de gènes qui avant avaient des propriétés codantes et qui exerçaient des fonctions. Donc c'est ce qui est représenté ici. On voit que l'apparition de XIST et d'autres de ces facteurs coïncide à la perte de ce gène-là, LNX3, qui est donc l'ancêtre de XIST, même s'il jouait des fonctions complètement différentes, qui n'ont absolument rien à voir dans l'inactivation. Donc ça veut dire qu'on peut, d'un point de vue évolutif, c'est extrêmement intéressant. En fait, il y a à la fois une perte de fonction de ce gène, puisqu'il n'est plus présent chez les mammifères placentaires, mais comme c'est une gène qui fait partie d'une famille de gènes, il y a plein d'autres paralogues qui exercent des fonctions similaires et finalement, potentiellement, pas un effet massif. Mais ce qui est important, c'est que c'était accompagné d'un gain de fonction, en fait l'émergence de gènes non codants qui ont fini par qui interviennent dans l'inactivation du chromosome X. Donc XIST est spécifique des mammifères placentaires, il n'est pas là chez les marsupiaux, donc qui gouverne l'inactivation du chromosome X chez les marsupiaux? Donc ça, 2006, premier élément de réponse, 2012, donc 6 ans après. Donc travailler avec des marsupiaux, évidemment, tout le monde n'a pas des colonies d'opossums dans son placard, donc c'est forcément limité en termes de chercheurs, il y a peu de gens qui travaillent sur le sujet. Et ce que les chercheurs ont fait, c'est tout simplement aller chercher sur tout le chromosome X des marsupiaux, est-ce qu'il y aurait une séquence qui aurait des propriétés un peu comme ici, c'est-à-dire qui serait capable de former un nuage dans le noyau uniquement chez les cellules femelles. Donc c'était une approche un peu brute de décoffrage, ils ont scanné comme ça tout le chromosome X, et oui, ils ont trouvé une séquence qui n'a rien, qui est complètement indépendante de l'ancêtre du centre d'inactivation, et puis qui effectivement est capable, donc donne un ARN qui forme ce nuage spécifiquement dans les cellules femelles et pas dans les cellules mâles. Donc ça c'était un bon candidat pour un gène non codant qui contrôle l'inactivation chez les marsupiaux. Ensuite, on attend encore 8 ans pour aller comprendre ce qui se passe au cours du développement des marsupiaux. Et donc, pour montrer que, effectivement, ce gène-là, qui est appelé l'RS6, peu importe, il a des propriétés similaires. Donc, tout au début du développement, il y a encore des gènes qui sont exprimés à partir des 2 chromosomes X. Ce gène-là commence à former le nuage, et puis plus tardivement, effectivement, le chromosome X est complètement inactivé. Et vous voyez qu'ici, donc on est en 2020, pardon, on n'est encore qu'à des expériences de corrélation. Il n'y a pas encore une démonstration fonctionnelle de la fonction de ce gène. Ça va venir, mais évidemment, c'est des choses qui sont bien plus compliquées à faire, mais c'est en cours. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour conclure. Donc, pour dire que l'inactivation du chromosome X, on présente ça comme un paradigme des régulations épigénétiques, ou comment une même information peut être interprétée différemment. Donc, je me permets une petite parenthèse. Pour moi, l'épigénétique, après, vous allez voir, il y a certainement plein d'interprétations d'épigénétique. Mais encore une fois, il y a ce côté de mémoire et ce côté de réversibilité. Donc, tout ce qui touche la chromatine n'est pas nécessairement épigénétique. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la chromatine qui ne sont pas héritées au cours des mitoses. Donc,
il y a une autre un peu dimension pour moi dans l'épigénétique, mais enfin, voilà, chacun peut avoir sa vision. En tout cas, là, c'est assez frappant. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de comprendre comment ce chromosome X est régulé, c'est que beaucoup des choses qui ont été, beaucoup des mécanismes qui ont été identifiés dans ce contexte-là particulier, ben, finalement, sont des choses qui sont utilisées pour d'autres types de régulation épigénétique. La cellule, elle recycle, et donc ça nous apporte des données bien au-delà de ce champ de recherche.